Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Je suis avec Hélène Clausel aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour. Je suis ravi de te retrouver puisqu'on s'est déjà rencontrés. D'habitude, Oui. Ça fait l'inverse, tu sais, c'est que je vois de manière digitale mes invités et ensuite je les rencontre dans la vraie vie. Pour nous, c'est l'inverse. On s'est rencontrés dans la vraie vie. On a déjà partagé un épisode ensemble. Je vous invite déjà à l'écouter. C'est le podcast Dans la tête d'un cycliste consacré au cyclisme féminin et enregistré la veille de l'étape du Tour auquel Hélène a participé. Donc, tu vas aussi nous parler de cette expérience. Et puis là, on se retrouve une nouvelle fois pour creuser vraiment qui est Hélène Clausel, voilà, quel est son parcours, quels sont ses objectifs, quelle est sa vision du cyclisme, mais aussi du cyclisme féminin. Hélène, moi je suis ravi de t'avoir sur le podcast, bienvenue. Merci de prendre du temps pour nous partager ton parcours. Je sais que tu es très occupée, mais c'est un peu la saison un peu plus calme pour toi, l'été. Oui, c'est ça. Donc je profite de cela. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment s'est passée l'étape du Tour, Hélène ? Eh ben pour moi plutôt bien. J'avais pas mal d'appréhension avant le départ. C'est toujours, enfin moi j'avais jamais fait autant de dénivelé, donc forcément ça fait toujours un peu peur. Mais voilà, je le prenais vraiment comme une sortie vraiment longue, on va dire. Donc du coup je faisais tout au capteur de puissance et au final j'étais dans des valeurs plutôt hautes par rapport à ce que je pensais, mais au final je me sentais bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis après, en Haute-Turini, on m'a annoncé que j'étais 5e femme. Donc, j'ai dit, tiens, c'est pas mal. Donc, du coup après, je me suis vraiment focalisée un peu là-dessus. Et puis, ouais, non, les sensations étaient vraiment bonnes. J'étais vraiment contente. La météo était top et vraiment une ambiance de fou. Donc, c'était vraiment chouette. Puis moi, j'étais avec la team Julbo, donc c'était vraiment génial. Et comment tu as vécu cette étape? Parce qu'on est quand même sur l'étape du Tour, donc celle que vont rouler les hommes au moment où on enregistre dans quelques jours, au moment où est diffusé cet épisode, je crois qu'on sera quasiment dedans. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu fais des comparatifs parfois en te disant, là, c'est là où vont passer les pros, moi je roule à telle vitesse, j'essaierai de comparer la vitesse à laquelle ils passent sur les mêmes segments. Comment est-ce que tu as vécu cette journée en tant que vraiment cycliste de très très haut niveau, en tant que championne? Ouais, je sais que je vais vraiment suivre cette étape particulièrement, je pense, parce que ça fait toujours bizarre de se dire que en fait on est passé là et moi je vais vraiment me comparer et me dire moi je roulais à tant de kilomètres/heure, mais eux c'est le double voire le triple alors qu'ils ont déjà fait 3 semaines de tour, donc ça va être assez impressionnant. Mais je trouve ça vraiment chouette. Enfin, c'est vraiment un moment. On est route fermée, donc on peut vraiment faire tout comme l'étape va se passer, donc c'est vraiment chouette et c'est tellement un événement énorme. Enfin, moi j'avais jamais fait de cyclosportive avant et encore moins l'étape du Tour, et en fait je m'imaginais vraiment pas que c'était comme ça. Enfin, c'était vraiment dingue, et en fait on se retrouve jamais vraiment seul, donc en fait c'est aussi ça qui est dur dans ce genre de course, c'est que en fait, on a toujours envie d'aller un peu plus vite pour rattraper Ça la peut être le personne de piège devant, mais en parfois. fait, il faut pas. Il faut pas, parce que si on reste pas dans ses zones ou dans son tempo, on peut vite flancher. Et moi, j'ai du coup, avec le feedback avec les autres de l'équipe, en fait, on se rend compte que nous, à l'heure à laquelle on passe dans le SAS 0, ça va encore. Il n'y a pas trop de personnes au bord de la route en train de vomir ou quoi. Et en fait, après, on se rend compte que quand tu discutes avec les autres, que c'est pas du tout pareil, et que derrière, en fait, c'est l'hécatombe, quoi. Il y en a de Ouais. partout. Paraît-il effectivement que dans certaines ascensions, c'était un peu l'hécatombe sur les côtés de la chaussée. Toi, c'était la première fois que tu participes à l'étape, tu nous l'as dit. J'ai échangé avec certains cyclistes qui ont déjà fait d'autres étapes du Tour et qui, pour eux, c'était la plus dure. Ça a été pour eux l'expérience la plus difficile sur cette étape parce que Ok. apparemment, tu n'as pas 1 mètre de plat, si ce n'est que les premiers mètres après la ligne de départ, mais sinon, ça n'arrête pas de monter. En termes de difficulté, comment tu positionnes cette étape ? C'est sûr que c'est vraiment, enfin, je veux dire, à part le début, et encore nous ça roulait quand même par à-coups, donc c'était assez encore, enfin je pense que c'était vraiment très très dur. Je pense que sur le Tour c'est encore différent, ça roule quand même peut-être plus fluide, et encore, quoique les gens qui veulent partir en échappée, généralement au début c'est quand même assez saccadé, mais ouais, c'est sûr que après moi j'avais jamais fait aussi dur.
Donc oui, forcément, pour moi, c'était très dur. Mais comme je dis, au final, c'est des cols qui sont, c'est pas raide. En fait, c'est toujours assez fluide et donc les bosses, au final, se montent, enfin, en tout cas pour ma part, hein, se montaient quand même plutôt bien. Et moi, de retour avec les autres de Julbo qui avaient fait aussi la course l'année dernière, me disaient que l'an dernier, c'était plus, ils avaient trouvé ça plus dur parce que les bosses étaient moins longues, mais il y avait beaucoup plus de 10-12% que nous. Et au final, ouais, eux, ils ont trouvé ça quand même certains plus dur l'année dernière. Mais c'est sûr que oui, là, on faisait vraiment que monter, quoi. Donc c'était, fallait être préparé à faire 1 heure et demie, voire 2 heures de montée par col. Et du coup, enfin, voilà, à la fin, on était tous morts, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est aussi le secret de la réussite de l'étape du Tour, hein. Sans parler de performance, c'est se faire plaisir. Mais pour ça, il faut être préparé. Parce que pour faire des ascensions, comme tu l'as dit, 1 heure et demie, 2 heures, quand tu commences, tu sais que tu pars pour 2 heures. Il faut avoir la fraîcheur, mais surtout, il faut avoir la force, hein, pour appuyer sur les pédales, garder un nombre de tours par minute avec une inertie au-delà de 60. Moi, je dis toujours 60 tours par minute. Ça m'est arrivé parfois d'être en hypo ou d'être dans un moment difficile. Ouais, Et parce quand qu'il y tu a ça passes aussi, en dessous, bon, bah là, tu n'avances plus. Là, on est vraiment coup de pédale après coup de pédale. Et là, c'est une galère sans nom. Là, l'expérience, elle est catastrophique. Tu parlais, Hélène, de puissance cible. Si tu peux, pour les auditrices et auditeurs qui écoutent, que ça leur parle, ceux qui sont sensibles au watt, quand tu parles, toi, ta puissance cible, c'est quoi dans des cols comme ça? Moi, j'étais dans une zone, du coup, on appelle ça la zone 2 et la zone 3, en gros, pour moi. Donc, j'étais à peu près entre 200 et 260 watts pour monter les bosses. Après, voilà, quand on se met en danseuse, forcément, on met toujours un peu Bien sûr. plus de watts. Mais c'est la zone dans laquelle on est capable de tenir longtemps. Oui, on serait même presque capable de tenir une conversation, on va dire. En tout cas, de pas du tout être essoufflé. Ouais, moi, pour ma part, en tout cas, c'est ça. Et après, forcément, il y a des moments dans la montée où c'est toujours un peu plus raide, donc il faut mettre plus de watts. Mais voilà, moi, je m'étais fixé ça entre 200 et 260. C'est quand même assez large. Mais pour moi, j'ai une puissance, j'ai une puissance APMA qui est de 330 watts. Donc voilà, c'était pas, ça se faisait quand même vraiment bien sur ces zones-là, quoi. Et comment est-ce que tu finis? Dans quel état de fraîcheur tu finis? Est-ce que tu finis un petit peu, épuisé, fatigué? Est-ce que tu finis totalement fraîche et tu as passé un bon moment sur le vélo? Parce que ça aussi, c'est important, et c'est ce qui marque aussi parfois un événement, c'est l'état dans lequel on termine. Et toi, comment est-ce que tu termines cette étape du Tour? En fait, moi, je voulais vraiment pas. Généralement, si on finit, je veux dire, pour une sortie très longue, si on finit vraiment mal, c'est qu'on a mal géré le côté effort et le côté nutrition. Et moi, c'était vraiment un état que je ne voulais pas avoir à l'arrivée parce que, voilà, mon objectif, c'était pas de gagner, c'était vraiment de faire un très bon entraînement. Forcément, si j'avais gagné, ça aurait été génial, mais je veux dire, je m'étais pas fixé ça. Et donc, j'ai fini peut-être. J'ai fini bien, j'étais fatiguée musculairement parlant, mais je veux dire, je pouvais encore parler, j'étais encore assez fraîche quand même. Alors peut-être que oui, j'aurais peut-être pu en mettre un peu plus. Et je pense que justement, j'en discutais avec une copine à moi qui me disait que elle, qui fait beaucoup de cyclosportive, disait que des fois, elle était un peu frustrée parce qu'en fait, à force de trop gérer sa course, en fait, elle finissait en étant bien et en fait, elle se dit après coup qu'elle aurait pu en mettre plus. Donc oui, moi, je pense que dans le dernier col, j'aurais peut-être pu essayer d'en mettre un peu plus. Mais au final, j'ai vraiment profité de ma course et ça, je pense que, je l'ai vraiment bien vécu, donc ça, c'est chouette, quoi. C'était l'objectif, on en avait parlé au départ, c'est que tu passes un bon moment avec toutes les personnes qui t'entourent et c'est l'objectif est réussi. Et en termes d'alimentation, avant qu'on rentre vraiment dans ta personnalité, mais en termes d'alimentation, sur une étape du Tour comme ça, Hélène, comment est-ce qu'elle s'alimente? Est-ce que c'est plus des barres? Est-ce que c'est du gel? Voilà, comment tu t'es alimenté? Parce qu'il y a aussi cette composante de chaleur avec laquelle il faut faire très attention quand il fait très très chaud et donc avec le sucre dans le sang. Mais comment est-ce que tu t'es alimenté sur cette étape du Tour? Moi, j'ai essayé de prendre un peu de solide et un peu de gel. J'ai essayé d'alterner un peu en fonction aussi de mes envies parce que des fois, au bout d'un moment, dans la course, on n'a pas envie de manger les mêmes choses. Du coup, ouais, j'ai essayé de manger toutes les demi-heures, voire tous les 3/4 d'heure. Puis j'alternais entre des barres et des gels. À la fin, j'ai plutôt fini sur des gels. Généralement, c'est plutôt solide au début quand même, et puis des gels à la fin. Après, ça c'est surtout en compétition. Après, là, sur cette course, j'ai un peu fait pareil quand même.
Et puis après, j'ai bu quand même 5 bidons de 750 millilitres quoi, sur les 6h10. Donc je sais pas si Intéressant. c'est assez, mais en tout cas pour moi ça m'a bien suffi. Voilà, l'essentiel, c'est que après, ça aurait eu un impact, si c'était pas assez, ça aurait eu un impact vu le temps direct sur la manière dont tu as fini l'événement, mais vu ce que tu nous décris, c'est plutôt positif. En tout cas, voilà, un grand merci pour ce partage autour de l'étape du Tour, mais on va rentrer maintenant dans la personnalité d'Hélène Clauzel, et d'habitude, c'est la première question que je pose. Donc, je vais te la poser après plusieurs questions, mais on va dire qu'on rentre dans l'épisode maintenant. Est-ce que tu peux, Hélène, pour les auditrices auditeurs, te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est Hélène Clauzel, j'ai 26 ans et j'habite en Alsace, donc c'est le paradis du vélo pour moi. Et puis voilà, je suis double championne de France de cyclocross. J'ai fait beaucoup de VTT. Je fais maintenant plus de la route l'été. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal. Mais maintenant, ma saison principale, c'est la saison de cyclocross qui est l'hiver du coup. Ok, c'est vrai que tu te présentes avec beaucoup d'humilité. Il y a aussi des titres au niveau européen, au niveau mondial par équipe. Voilà, oui, c'est vrai. Oui. Voilà, il faut quand même le préciser. Championne d'Europe et championne du monde par équipe, donc oui, c'est pas mal. Oui, dans une carrière, c'est plutôt bien. Oui, oui, ce maillot de champion du monde, dans la famille, on l'avait pas, alors on en est fiers. La famille, ça c'est important. On va en parler également. Cette famille, on va dire, qui est tournée vers le cyclisme. Donc, tu fais du vélo depuis quand même, alors tu l'as dit, un VTT, mais depuis l'âge de 8 ans, tu es en selle. Parle-nous un petit peu de ce parcours et comment tu es arrivé à devenir double championne de France de cyclocross. Est-ce que depuis 8 ans, tu avais cet objectif? Alors peut-être pas 8 ans, mais en tout cas peut-être 10-12 ans, tu as commencé à avoir des rêves un petit peu en tête. Comment s'est construite ta carrière, Hélène, de l'âge de ta première licence, le VTT, puis ensuite le cyclocross, de là à être une des meilleures sur la planète? Du coup, voilà, moi j'ai commencé le vélo à 8 ans grâce à ma sœur et mon papa qui ont créé vraiment notre club de VTT qui était à la base un club de route, le Vélo Club Sainte-Cramplaine. Et donc moi j'ai été pendant plus de 20 ans dans ce club-là, parce que j'ai dû changer cette année. Mais donc c'est vraiment le club qui nous a formés, nous, dans la famille. Et après, voilà, forcément, on a fait les courses régionales, FFC, FSGT, on avait aussi une licence là-bas en FSGT. Donc voilà, d'abord du régional, on s'amusait en régional, c'était très bien. Après, du coup, forcément, quand on devient cadette, donc à l'âge de 14-15 ans, là, j'ai commencé à aller sur les Coupes de France. Après, j'allais déjà sur les Coupes de France de VTT avec ma sœur. Je faisais un peu de route aussi de temps en temps, mais j'ai du coup participé au TFJV, qui a été très formateur pour moi en VTT. C'était vraiment l'événement de l'année où on était tous heureux de participer à chaque fois dans mes âges. Alors Hélène, sur le VTT, il y a plusieurs disciplines dans le VTT. Toi, la discipline dans laquelle vous étiez vraiment passionnés, les plus performants, c'était quelle discipline? Ouais. Le cross-country, ok. C'est ça. Mais par contre, au TFJV, du coup, on fait de tout. Donc, en fait, c'est qu'à partir de cadette que j'ai commencé à vraiment faire que du cross-country. Mais quand on est dans les jeunes catégories, on fait un peu de tout. On fait du trial, de la descente. Donc, c'était très, très formateur. Et je pense que, voilà, c'est vraiment important de le dire que c'était vraiment des moments géniaux, parce que ça existe encore et j'ai un peu l'impression que des fois, ça se perd, le TFJV. Mais moi, j'ai vraiment adoré. Je faisais aussi le TFJC. Donc qui est pareil mais sur la route. Donc là on faisait des sprints, on faisait du cyclocross, il y avait une course en ligne. Donc je suis vraiment passée par les deux écoles. Et après, arrivée en cadette, là je me suis vraiment concentrée sur le VTT. Donc forcément, ma sœur avait déjà été championne de France et tout, donc moi j'avais des yeux grands ouverts. et donc après, j'ai été championne de France de VTT étant cadette. Je faisais partie des meilleures mondiales dans ma catégorie en junior, mais toujours je restais vraiment focus sur le VTT. Mais je commençais quand même tout doucement à faire du cyclocross l'hiver parce que pour moi c'était toujours important. J'avais du mal à me projeter sur les saisons et j'avais du mal à rien faire l'hiver. Donc en fait, le cyclocross m'aidait à toujours garder une forme physique et à avoir toujours un peu, de faire des courses, c'est plus facile pour s'entraîner aussi. Et à quel moment tu as dû faire ce choix alors? Parce que pour devenir comme ça double championne de France, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut orienter son entraînement de manière plus spécifique? Ouais. Mais en fait, après, du coup, je suis arrivée au Pôle France VTT quand j'avais 16 ans.
Donc, je suis partie de la maison, j'étais interne et tout ça. Tu étais à Besançon, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me suis retrouvée avec les meilleurs Français. Et c'était vraiment chouette. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu mes meilleures années. Et là, par contre, je faisais vraiment. Enfin, j'ai été championne de France quand même de cyclocross junior au Pôle France. Et puis, arrivé en espoir, mon entraîneur m'a dit bon, Hélène, il y a un moment, il va peut-être quand même falloir faire un choix parce que c'est difficile de faire à 100% 2 saisons. Donc j'ai dit bon bah voilà, je laisse. Lui était, j'étais au Pôle France VTT, donc forcément il voulait que je fasse du VTT. Donc je suis vraiment restée focus sur le VTT toutes mes années espoir. Et je savais très bien que voilà, j'ai fait vice-championne de France, j'ai été au championnat du monde. Enfin voilà, j'ai vraiment évolué dans ma carrière de VTT. Mais voilà, quand je suis arrivée en élite, donc j'étais plus au Pôle France VTT puisque c'est jusqu'à 23 ans. Et là, je me suis dit, non, mais je vais quand même revenir à mes premiers amours, on va dire. Et je voulais vraiment reprendre le cyclocross. Et du coup, je suis allée dans l'équipe alsacienne qui venait de se créer un an avant, là où ma sœur était, donc chez AS Bike Racing. Et puis voilà, donc j'ai repris le cyclocross comme ça. Et au final, ils m'ont fait confiance. Et j'ai réussi. On est parti en Belgique pendant le Covid parce qu'il n'y avait plus de courses en France. Et c'est, je pense, un peu grâce au Covid peut-être que j'ai atteint le niveau que j'avais parce que si ça se trouve, on serait peut-être jamais allé en Belgique. Et du coup, c'était une expérience de dingue. On partait que les deux avec ma sœur et un mécano et le manager et on faisait comme ça. On a fait comme ça notre saison Covid en Belgique en cyclocross et c'était fou. Et puis après, l'année d'après, il a commencé à nous payer, donc l'hiver. Donc du coup, j'ai pu me permettre de ne pas travailler. J'avais fini mes études. Et là, donc là, c'était parti. Et puis voilà, maintenant, j'en suis au palmarès Génial. que j'ai. Génial, la belle histoire. La belle histoire. Mais j'ai une question. Tu viens d'expliquer un peu ton parcours. Moi, j'avais une question par rapport au choix du VTT, du cyclocross, surtout qu'on est dans une année olympique en France et que le VTT est donc une discipline olympique et sera courue au JO de Paris. Est-ce que c'est rentré en ligne de compte dans ta prise de décision? Le fait de te dire, si je reste en VTT, vu le niveau que j'ai, je peux prétendre à faire les JO, ou est-ce que ça n'a pas du tout été dans ton scope de réflexion? Oui, forcément, on y réfléchit et puis même les gens nous le rappellent aussi, C'est vrai. alors tu vas au JO, non. Mais oui, c'est sûr que j'y ai réfléchi et puis après c'est vraiment que cette année que j'ai commencé à faire de la route l'été, 100% de la route l'été. Mais au final, ma réflexion a quand même été assez vite faite parce qu'au final, en VTT, le niveau français est tellement élevé que moi, j'étais seulement la 4e française. Donc, il fallait qu'il y ait une française, il fallait deux françaises se blessent ou aient un problème ou je ne sais quoi pour que moi, je passe devant. Et au final, je me suis dit, mais attends, mais tu peux pas encore sacrifier le cyclocross alors que c'est là où, en fait, tu te fais le plus plaisir et c'est là où tu marches le plus. Et je veux dire, en VTT, jamais j'ai réussi à rentrer dans le top 10 mondial, alors qu'en cyclocross, j'en ai les capacités et j'en fais partie maintenant. Donc je m'épanouis plus en cyclocross parce que je marche plus aussi. Et du coup, je me suis dit, non, mais voilà, il faut que tu fasses du cyclocross parce que c'est là où tu es forte. Et tant pis, les Jeux Olympiques, voilà, c'est sûr que tout le monde va dire que c'est la course que tout le monde a envie de faire, mais au final... voilà, je me dis que c'est peut-être pas moi, personnellement, c'est peut-être pas la course qui me fait rêver, en fait. Intéressant. Ouais, c'est intéressant que tu te positionnes et que tu expliques ton choix en cette année olympique et au niveau auquel tu roules. Tu as parlé de tes études également. Dans quoi est-ce que tu as fait tes études, Hélène? Moi, j'ai fait une licence de biologie. Donc, j'ai 2 ans, j'ai 2 années de licence en biologie et après, j'ai fait une licence pro dans l'agroalimentaire. Donc, j'ai un bac+3 dans l'agroalimentaire spécialisé dans la fromagerie. Et alors justement, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es aussi... C'est vrai que je te pose beaucoup de questions, tu m'excuseras, mais je pense que c'est intéressant que tu nous partages ton parcours et comment tu fais tes choix. Donc là, tu nous as expliqué ton choix entre VTT, une année olympique ou le VTT au JO de Paris, le cyclocross. Et là, c'est pareil dans les études, à un moment donné. Est-ce que, alors même si tu l'as dit en cyclocross, tu as, avec ton palmarès, tu as une certaine rémunération qui te permet justement de ne pas travailler sur ces périodes-là, mais avec tes études, est-ce qu'à un moment donné, dans tes études, tu t'es dit, alors si ça ne marche pas, comme je l'imaginerais, comme je souhaiterais dans le vélo, voilà vers quoi je m'oriente. C'est-à-dire que là, si demain le cyclisme s'arrête, ce que je ne te souhaite pas bien évidemment, mais si ça s'arrête, c'est quoi le métier que tu aimerais faire aujourd'hui ?
Eh ben, je sais pas. Ah, c'est dur, hein. C'est tellement difficile. Ouais, ouais. Parce qu'au final, je pense qu'après une carrière, voilà, quand on annonce la fin de notre carrière, des fois, il y a peut-être des opportunités qui s'offrent à nous. Et du coup, je sais pas vraiment. Après, voilà, j'ai un diplôme. Je sais que j'ai un diplôme, un bac plus 3 en poche. Donc, je sais que je peux trouver du travail dans ce domaine-là. Dans l'agroalimentaire, je sais qu'il n'y a pas de souci. J'ai essayé de faire un diplôme très large pour justement ne pas me mettre de barrières et voilà, en fonction de ce que j'ai envie de faire, j'ai plus de possibilités, plus de choix. Mais je sais voilà aussi qu'après ma carrière, je vais essayer de passer mon diplôme d'État en VTT, que voilà, avec mon copain, on a aussi plein d'idées. Lui, il a toujours plein d'idées dans la tête. Donc voilà, pourquoi pas organiser des stages de vélo en Alsace pour faire découvrir ce coin magnifique. Pourquoi pas, je sais pas. Enfin, franchement, je verrai ce qui s'offre à moi au moment venu. Mais ouais, là, c'est assez difficile parce que est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans un bureau tout le temps alors que j'ai été en vadrouille Ouais, pendant c'est des sûr. années C'est depuis que sûr. j'ai l'âge de 16 ans, je pars tous les week-ends, je fais les quatre coins du monde. Alors est-ce que voilà, être figé sur un travail, j'en ai envie, je sais pas et on verra les opportunités. On verra le moment venu, tu as bien raison. Tu as su t'adapter à tout type de stress, que ce soit des championnats de France, d'Europe ou du monde, tu sauras bien t'adapter à cette prise Ouais. de décision. Alors justement, tu as dit que tu voyageais aux quatre coins du monde. Tu as été au Pôle France, en équipe de France, effectivement, des championnats d'Europe, du monde, aux quatre coins de la planète. Est-ce que quand on est comme ça à quelques heures, quelques jours d'un championnat et d'une échéance, on prend quand même le temps de prendre du plaisir, de poser ses roues sur un autre continent, dans un autre pays, probablement où il y a des paysages à couper le souffle, ou est-ce qu'on est focus, quand on est à ton niveau, est-ce qu'on est focus sur l'objectif? Moi, j'ai toujours essayé quand même voilà, il faut être concentré sur sa compétition. Mais je pense qu'on a tellement une chance unique de faire ce qu'on fait que quand on y est, par exemple en Australie, aux États-Unis, au Canada, je pense qu'il faut ouvrir les yeux en grand et pas penser qu'à sa course non plus parce qu'au final, c'est hyper stressant déjà le jour J. Donc voilà, il faut aussi savoir penser à autre chose. Après, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de visiter, enfin, en tout cas, généralement, quand on reste une semaine et on a 4 jours de reconnaissance en VTT. Donc, on n'a pas trop le temps de visiter ou quoi, mais voilà, dès qu'on a le temps d'aller se balader un coup entre l'échauffement et la reconnaissance, bah forcément, on essaye de le faire. Et moi, j'ai toujours essayé, voilà, de prendre le plus d'expérience possible, de voir le plus de choses possible, parce que c'est hyper important. Mais c'est sûr que au final, c'est quand même difficile parce que tout le monde nous dit ah ouais, t'es allé là-bas, t'as pu voyager, visiter et tout. Je dis bah non, en fait, j'ai vu le Ouais, parce site que de vous la êtes dans course. une bulle. Ah oui, vous êtes Ouais, quand même c'est ça. dans une bulle, il y a quand même une concentration, c'est pas effectivement une agence de voyage, hein, c'est un championnat. C'est ça. En fait, on va du site de la course à l'hôtel, de l'hôtel au site de la course. Et après, pendant les échauffements, on essaye de voir un peu autour, de se balader un peu autour, mais c'est toujours avec notre vélo et c'est toujours entre le massage et le repas. Et du coup, c'est jamais trop évident. Mais voilà, je sais par exemple en Australie, on était parti suffisamment de jours avant la course quand même pour pouvoir aller se baigner dans un lac, pour être allé faire un tour dans un bike park. Enfin, on a quand même réussi à avoir quelque chose, mais c'est sûr que voilà, on visite pas comme on le ferait si on était en vacances. Ouais, ce qui est normal, ce qui est normal. Et puis quand on est une championne comme toi, comment est-ce qu'on prépare un événement? Mais quand je dis comment est-ce qu'on prépare un événement, pas des mois à l'avance dans sa préparation physique, mais dans la stratégie et surtout la technicité du terrain. Parce qu'en cyclocross, effectivement, tu as des courbes, ça monte, ça descend, il faut des fois descendre du vélo, le porter. Quel athlète tu es dans l'approche de l'événement technique, c'est-à-dire les quelques heures ou les quelques jours avant la course, est-ce que tu fais le circuit à pied? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu visualises le jour J? Quelle est ton approche vraiment technique et stratégique sur les circuits de cyclocross qui sont totalement différents d'une épreuve en ligne sur route hein, ou même en cross-country en VTT? Mais quelle est ton approche sur ça? Nous, c'est assez particulier quand même en cyclocross parce que, par exemple, sur les Coupes du Monde, généralement, en fait, nous, à la base, quand on est arrivé sur le terrain de cyclocross en Belgique, parce que c'est beaucoup en Belgique en cyclocross, en fait, nous, on venait la veille, on allait reconnaître la veille.
Donc, on faisait voilà, un certain nombre de tours du circuit, pas trop pour ne pas non plus trop se fatiguer. Mais voilà, on faisait un certain nombre de tours. On s'arrête sur les différents passages et tout. Et le lendemain matin, on avait toujours un autre moment de reconnaissance avant la course. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que, en fait, on était les seuls à faire ça, à aller reconnaître la veille. Qu'en fait, généralement, il y avait que nous. Et puis quelques jeunes du quartier, enfin, mais il y avait que nous, quoi. Alors, à chaque fois, on s'est dit, mince. Puis au final, en fait, on s'est rendu compte qu'ils venaient tous le jour J sur la course, parce qu'en fait, en cyclocross, généralement, les courses, c'est samedi et dimanche. Et donc, en fait, t'as pas le temps de venir les jours avant pour aller reconnaître. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on arrive le jour J sur la course. Donc, on dort la veille quelque part, mais on reconnaît que le jour J. Et donc, en fait, il faut être très rapide. C'est-à-dire qu'il faut... Bon, après, les circuits, généralement, d'une année sur l'autre, c'est quand même souvent les mêmes. Ouais, il faut être très efficace. Ouais, il faut être très réactif et on a 3 tours de circuit à faire. Généralement, c'est 3. Il faut les faire, mais il faut être vraiment concentré et il faut vite être dans le coup et choisir ses lignes. Et on a toujours le temps de refaire quelques passages et tout. Mais c'est très, très speed. Donc, en fait, il faut vraiment être hyper concentré et gérer son temps bien comme il faut, quoi. Donc ouais, je pense qu'on l'apprend au fur et à mesure des années à être de plus en plus professionnel là-dessus. Après, on a de la chance aussi, on a des techniciens qui sont au bord du Bien sûr. circuit. Oui, parce qu'il y a aussi un impact. Il y a aussi un impact sur la pression peut-être des pneus en fonction Oui, en fonction du exactement. terrain. Je sais que la pression Ouais. a un impact énorme sur la performance, que ce soit au niveau des pneus, mais aussi du terrain. Et puis à cette ferveur du public belge, c'est quand même Ouais. incroyable. Et ouais, et du coup, ouais, sur les pressions aussi, on essaye de voir en fonction des courses avant nous, parce que nous, là, on est généralement l'avant-dernière course, juste avant les hommes. Et donc, on essaye de voir aussi qu'est-ce qu'ils ont mis, parce qu'en fait, aussi les boyaux, bah voilà, il faut pas trop sous-gonfler, parce que le risque de crever, bon bah là, c'est vraiment, il faut vraiment faire très très attention à ça. Donc, on essaye toujours de prendre toutes les informations qu'on peut autour de nous. Sur tous les jeunes qui ont couru avant nous, sur les techniciens qui sont allés au bord du circuit et qui ont essayé de regarder, là, cette trage-là, au départ, c'était mieux de prendre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est au bord du circuit qui essaye de filmer un peu les passages stratégiques qu'on visualise du coup juste avant la course pour se dire, ah ouais, là, la trage-là, finalement, moi, j'ai pris ça, mais celle-là, elle est mieux. Mais c'est toujours très très rapide, donc ouais, il faut être vraiment très concentré et en fait il faut mémoriser le circuit très très vite. Donc c'est vraiment une capacité qu'il faut avoir à mémoriser le circuit parce que en cyclocross ça tourne beaucoup. Donc si on se loupe dans un virage, ça peut vite, dans un premier tour aussi rapide, ça peut vite être compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est la particularité aussi des classiques et des monuments belges. Hein. C'est ce que disent les coureurs professionnels, c'est qu'il faut vraiment connaître par cœur Ouais. le circuit. Et puis ce public belge, où est-ce que tu as pris le plus de plaisir dans une course en... Alors, tu n'as pas couru qu'en Belgique, mais effectivement, le cyclocross et la Belgique, ça fait parfois qu'un. Là où j'aurais pris le plus de plaisir, euh, je sais pas trop, mais si je devais dire un parcours en Belgique, je dirais Namur quand même parce que c'est quand même mythique comme circuit et moi j'ai toujours adoré ce circuit à Namur parce que c'est un peu du VTT aussi. Donc moi j'ai toujours aimé et puis faut être une guerrière à Namur parce qu'il faut courir, c'est un circuit vraiment très difficile et l'ambiance est juste dingue. Donc moi je dirais pour la Belgique, je dirais ce circuit-là. Et en France, si je devais dire un circuit en France, je dirais Pontchâteau parce que quand j'avais fait les championnats d'Europe et que j'avais été vice-championne d'Europe, c'était juste en étant espoir, c'était juste dingue. Les Français étaient fous et on s'entendait même plus respirer et tout. Enfin, voilà. En France, je dirais Pontchâteau et ouais, en Belgique, je dirais Namur. Ouais. Génial. Merci pour ce partage, Hélène. Et est-ce que tu es une championne proche des data ? Là, tu nous expliquais comment tu reconnaissais tes parcours avec des prises de notes, puisque les parcours évoluaient très peu d'année en année, en tout cas sur certains. Mais est-ce que tu es proche des datas ? Tout à l'heure, tu nous as parlé en début d'épisode de tes watts, justement, hein, tes puissances cibles. Mais est-ce que tu fais partie de ces sportifs qui, après chaque entraînement, regardent leurs data ? Je vois que, alors là, ce que je vais dire n'est pas très podcast, parce qu'on a la vidéo, donc on se voit et je vois que tu as un bracelet boob. Donc je me dis que, est-ce que tu suis précisément tes datas de sommeil ? Est-ce que tu es une championne proche des datas ou c'est plus ton entraîneur qui, lui, va les décortiquer, te faire des analyses ? Ça dépend. En fait, moi, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis mise au capteur de puissance. Ça doit faire... je l'utilisais au pôle, mais quand j'étais au pôle France, mais au final, je regardais jamais. Enfin, ça m'intéressait pas. Moi, je roulais aux sensations. Ça m'allait très bien. Quand j'étais junior, espoir, ça m'allait très bien.
Et puis là, il y a un moment, on m'a dit, non, mais Hélène, il faudrait quand même que tu passes au capteur de puissance et tu vas voir, tu vas évoluer vachement mieux et tout. Donc, ça doit faire 2 ou 3 ans que je suis au capteur de puissance maintenant. Et au final, bah, moi, j'en avais peur justement de ces datas parce que je me disais, ouais, mais je vais commencer à être complètement folle là-dessus, à les regarder tout le temps. Euh, et au final, bah, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Et oui, les séances vraiment importantes, voilà, où il faut que je respecte une certaine zone, que voilà, quand on fait du seuil notamment, ou quand je vais faire des séances de test, là oui, je vais regarder en rentrant direct pour voir si j'étais vraiment bien ou alors si ça va pas du tout. Bon, après, généralement, quand ça va pas du tout, tu le sens. Mais du coup, oui, sur les séances vraiment importantes, je regarde. Et après, sur les séances, voilà, des séances de sprint ou même des séances où je dois faire, je sais pas, du 30 secondes, je regarde moins. Je veux dire, ça, pour moi, ça a moins d'intérêt. Après, sur ce qui est des données sommeil, bah, ça dépend aussi des jours. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je sais que, par exemple, en stage, oui, je regarde beaucoup parce que je trouve ça très important. Après, dans ma vie de tous les jours, bah, il y a toujours des aléas. C'est-à-dire que là, en ce moment, il fait très chaud. Si j'ai travaillé la semaine, si... Et au final, j'essaye de pas trop rester focus dessus parce que je me dis que ça peut vite tourner pas au drame, mais voilà, ça peut vite prendre la tête. Et notamment avec les nouveaux systèmes là, avec le bracelet Whoop que moi j'utilise. Je veux dire, je regarde jamais avant les courses le taux de récupération, jamais. Je veux dire, si je commence à Ça peut avoir regarder un que le impact sur le machin, mental. Ouais. que le taux de récupération il est orange, bah en fait, t'as déjà limite perdu ta course en fait. Parce que mentalement, ton cerveau, il va se dire, ah ouais, donc t'as mal récupéré, donc tu vas forcément pas marcher. Alors que si tu regardes pas, bah au final, tu sais pas. Et puis, bah, en fait, tu fais avec tes sensations du jour. Et des fois, je regarde et je dis, ah ouais, là, au final, j'étais bien et mon taux de récupération était très bas. Ou alors, au contraire, des fois, bah, t'es super bien. Ouais, justement, t'es super bien, ton taux est super bas. Et des fois, c'est le contraire. Et du coup, bah, il vaut mieux pas regarder. Moi, je regarde jamais avant les courses. Et comme ça, au moins, je suis pas stressée par rapport à ça. Mais voilà, il y a des périodes où c'est plus important de regarder, quoi, ça, c'est sûr. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Hein. C'est intéressant ce que tu dis et c'est vrai que je reste persuadé que les grands champions dont tu fais partie ont un truc en plus génétiquement dès le départ en fait, puisque beaucoup que j'ai pu interviewer, que j'ai pu avoir sur le podcast, que ce soit sur Ultra Talk ou dans la tête d'un cycliste, beaucoup, les datas, c'est plus les personnes qui les entourent qui l'auront amené à consulter les datas, mais eux, c'est pas du tout leur priorité, quoi. C'est plus comme tu l'as dit, le feeling, le ressenti, et c'est là qu'on voit que vraiment, vous avez un truc en plus. Au niveau de ta carrière, Hélène, c'est quoi l'objectif derrière? Puisqu'effectivement, en termes de cyclocross, voilà, tu es dans le top au niveau mondial. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit le Tour de France femmes, notamment sur la route, et notamment même le cyclisme féminin sur la route, qui cherche à développer son nombre de pratiquantes, à développer sa base pour aller chercher les futures championnes de demain? Peut-être que déjà, on t'a déjà fait un petit peu des appels du pied pour que tu rejoignes une équipe et passer professionnel. C'est quoi ton objectif alors pas pour 2024 ni 2025, parce que là, tu nous as dit effectivement que tu faisais de la route, que toi, c'était pour toi l'intersaison, on va dire, que tes objectifs, c'est plus l'automne, l'hiver pour tes courses de cyclocross, mais à moyen, long terme, parce que tu es encore très jeune, est-ce que tu as une petite graine comme ça qui est plantée dans ta tête pour te dire, pourquoi pas un jour tenter la route et être professionnel? Ouais, c'est sûr que quand on voit comment le cyclisme féminin évolue dans le bon sens ces dernières années, c'est sûr que ça donne envie. Je veux dire, voilà, c'est peut-être plus facile de passer pro sur route que de passer pro en VTT. Parce que voilà, sur route, on peut être aussi équipière et c'est très important ce rôle d'équipière, donc Bien sûr. est très On reconnu. le valorise peut-être pas assez en France, mais, C'est ça. mais sans équipier, Ouais. je veux dire, il n'y a pas de champion et de championne, mais ça fait partie du truc. Et peut-être que c'est pas aussi médiatisé, mais en équipe, la personne qui gagne le leader sait remercier généralement ses équipiers et ses équipières. Ouais. Et du coup, je pense que je dirais pas que c'est facile, hein, mais au final, il y a peut-être plus de place du coup. Oui, parce qu'il y a plus de profondeur. Il y a plus de C'est ça. profondeur. Aujourd'hui, au départ d'un tour, il faut plus de filles que pour une épreuve de VTT, effectivement. Donc, il y a Ouais. plus de profondeur dans l'équipe nécessaire. Et comme les calendriers s'étoffent de plus en plus chez les filles, Ouais. il y a besoin d'avoir Ouais. plus de coureuses, quoi. Et on se rend compte que voilà, au final, dans une équipe, si elles sont 10,
Il C'est suffit limite, qu'il y en hein. ait une qui soit blessée Ouais, et une qui soit, je sais pas moi, qui est partie en stage pour préparer une autre course, une autre qui est ci, une autre qui est ça. Au final, on se retrouve avec plus grand monde. Mais après, voilà, c'est sûr que moi, c'est pour revenir à la question, c'est sûr que ça fait rêver le Tour de France. Voilà, c'est la course qui, en tout cas maintenant chez les femmes, qui va devenir, je pense, aussi populaire que chez les bien hommes. sûr. Ouais. Et donc c'est sûr que ça fait rêver. Après voilà, c'est pour le moment, je me suis rendu compte. Bon, je travaille encore. Du coup, maintenant, je travaille à côté pour ma saison. Je travaille là 5 mois pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais du coup, forcément, j'ai pas le niveau forcément que je souhaiterais avoir en ce moment sur route. Donc pour le moment, je suis que dans une DN1. Mais c'est sûr que pourquoi pas, si j'ai des offres pour passer, ne serait-ce qu'en continental, je veux dire, je les prendrai avec attention. Et après, voilà, il faut aussi que, je veux dire, au final, on se rend compte que beaucoup de routières font du cyclocross l'hiver. Par exemple, une Lucinda Brandt qui est hyper forte chez Trek. Bah, au final, elle est sur route, elle gagne des courses en World Tour et en cyclocross l'hiver, elle est championne, elle est capable d'être championne du monde. Donc au final, c'est possible de faire les deux. Après, en France, c'est très compliqué. En France, j'ai l'impression que ouais, les équipes ont peur d'avoir une athlète ou un athlète qui fait du cross et la route, alors qu'au final, dans les pays étrangers, ça se fait beaucoup, surtout en Belgique. Ouais, ça a longtemps été le cas, hein. J'avais eu l'occasion d'échanger avec Clément Venturini, que je connais un petit peu. Effectivement, en fonction de ses équipes, on n'avait pas forcément la liberté de faire la saison encore cette année. Il a dû faire peut-être 2 ou 3 courses au préalable et on sent en plus qu'il a des compétences et des capacités C'est ça. incroyables parce qu'il joue Ouais. il est pas loin quoi, à chaque fois de prendre le bon wagon, tu vois. Mais il arrive toujours en fin de saison quand les mecs Exactement. sont Ils sont prêts. hyper en forme et du coup, bah, au final, on se rend compte que sur un championnat du monde aux États-Unis, il fait 5e. Exactement. C'est quelque chose de ouf. Et je veux dire, un Venturini qui ferait plus de cross, bah, c'est sûr qu'il serait surfort, quoi. Enfin, on le sait Ouais, tous. parce qu'il est dans le game, hein. Je me souviens aux Oui, États-Unis, il a même attaqué. À un moment donné, il oui, était oui, devant. oui. Donc ça se joue à pas grand-chose. À pas Ouais. grand-chose. Et effectivement, bah, on voit que les plus grands du cyclocross, en tout cas chez les hommes, je pense à Pidcock, je pense à Van Aert, je pense à Van Der Poel. Bah, on connaît leur palmarès, bien évidemment. Mais Je pense que c'est juste une question d'organisation dans une saison. Et il faut accepter que la personne soit, peut-être qu'à la fin de la saison de cross, bah, du coup, elle renchaîne un peu sur la saison parce que c'est tout de suite les classiques qui arrivent. Donc peut-être que tu continues sur les classiques, mais que après tu coupes après les classiques. Et puis tu coupes un bon coup, puis après tu reprends, tu refais une coupure à un autre moment. Puis la saison de cross, ben là en ce moment on va dire que comme ils attendent et comme maintenant les organisateurs veulent qu'il y ait les 3 fantastiques au départ, ouais. la saison se décale tout doucement. Et donc au final, là, on a une première manche de Coupe du Monde cette année qui est en novembre, enfin fin novembre. Ce qui est tard. Au final, beaucoup plus facile d'organiser. Et donc quand toutes les équipes françaises auront compris que c'est possible de faire les deux, ben, ce sera peut-être plus facile aussi. Ou Est-ce après, que il faut ça aller serait à pas, l'étranger. est-ce que ça serait pas, Hélène, juste une histoire d'honnêteté dans la communication entre le sportif et son équipe? Tu vois ce que je veux dire? À compter du moment où une équipe accompagne un sportif, bah peut-être qu'il suffit qu'il y ait une communication honnête en disant, bah voilà, on te laisse la possibilité de faire les deux, le sportif accepte de faire les deux, et après, bah, c'est une question de planification, d'anticipation, de respecter ses engagements sur un moment, puisque là, les objectifs vont être là, et puis d'être un petit peu moins bien sur certains moments, mais tout en aidant l'équipe. Peut-être que, alors je connais pas ce qui se passe Mais dans ouais, l'intérieur des équipes, que ce soit en France ou à l'étranger, mais effectivement, je te rejoins un peu, on a l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit qui est peut-être plus importante sur les équipes anglo-saxonnes ou flamandes, hein, avec les Pays-Bas, les équipes du nord de l'Europe, qu'en France, où effectivement, on a plus tendance à ne pas faire cohabiter les deux. ouais. Mais voilà, moi j'ai déjà été du coup l'année dernière confrontée à ce problème-là où au final les équipes me disaient ouais ben ton profil est intéressant mais en fait tu veux faire du cross l'hiver et nous en fait aux courses où on aura besoin de toi tu seras pas là ou tu seras quasiment jamais là. Enfin, c'est une question de communication quoi, genre c'est juste une Exactement. question d'organisation dans une saison. Exactement. Mais voilà, ça fait peur ça fait vraiment peur. J'ai l'impression que d'avoir une athlète qui fait du cross l'hiver parce qu'on a peur que sur la saison reine, qui est du coup pour certaines équipes la route, du coup que tu sois pas là. Mais je veux dire, je me prépare quand même tout l'été. Donc je veux dire forcément je fais des courses et tout. Donc voilà, c'est une question de voilà, moi comme je dis, c'est une question d'organisation. Il faut juste Ouais, savoir bien planifier sa saison
pour qu'il y C'est ait une des histoire de moments de coaching repos, des peut-être moments aussi. de rush, C'est peut-être une histoire de coaching en fait, savoir bien coacher les championnes, bien coacher les champions, parce que quelqu'un qui porte, comme tu l'as, 2 années de suite le maillot de championne de France, comme tu l'as dit, des podiums au niveau européen, des podiums au niveau mondial, il y a quand même le moteur est là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Le bah oui, moteur est oui, là. Après, mais c'est une histoire de petits réglages, c'est du réglage humain et c'est du coaching en fait. Donc c'est de la oui, communication oui, entre l'athlète et son entraîneur et les directeurs sportifs. Mais bon, c'est un vaste sujet sur lequel on pourrait faire un épisode. Mais en tout cas, je ne désespère pas. Un jour, on verra Hélène peut-être oui, sur le tour, peut-être. ça serait génial. Et puis, il y a un Ouais. sujet sur lequel je voudrais que tu t'exprimes également, c'est le cyclisme féminin. Tu en as parlé, il se développe, moi je trouve ça génial. Je suis autant les courses diffusées hommes que femmes, parce que les stratégies sont totalement différentes. Les tactiques mises en place sont totalement différentes, mais tout aussi intéressantes. Et là, c'est pareil, tu as aussi cette légitimité de pouvoir t'exprimer sur ça, parce que tu fais du vélo depuis toute petite. Donc aujourd'hui, quel est ton regard et quel est ton avis quand tu vois toutes ces infrastructures qui se développent, toutes ces courses qui sont diffusées et qui n'étaient pas avant, toutes ces équipes, j'allais dire mixtes, mais c'est une seule équipe en fait, dans laquelle il y a des hommes, il y a des femmes, mais les outils, les vélos, les matériaux sont les mêmes. Hein, je pense notamment à des équipes comme Trek, qui est pour moi aujourd'hui, dans les cyclismes féminins, un exemple. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi qui suis ça d'extérieur, qui n'ai aucun contact à l'intérieur, je trouve que Trek donne une très très bonne image du cyclisme, puisque les filles peuvent être mamans sans aucun problème, le sont, Ouais. ont des enfants, reviennent. Enfin voilà, je trouve que cette équipe développe une très très belle image. Quel regard, toi, en tant que championne et de l'intérieur, tu as sur l'évolution du cyclisme féminin? Ben, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que voilà, c'est le cyclisme féminin évolue dans le bon sens. Il y a de plus en plus de femmes qui sont professionnelles, voilà, qui avant étaient obligées forcément d'avoir un travail à côté. Et maintenant, voilà, il y a des règles qui, notamment en France, qui ont été mises en place pour un salaire minimum. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'il y a plus de femmes qui peuvent en vivre. Avant, c'était des petits salaires, c'était voilà, on leur donnait un petit peu 300 euros par-ci par-là. C'est difficile d'en vivre et c'est difficile de se projeter sur la suite et donc ça donnait aussi moins envie d'en faire son métier. Et maintenant il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment voilà, comme on a dit chez Trek, où c'est possible d'avoir où l'équipe accepte que les athlètes aient des enfants pendant leur carrière parce qu'elles les équipes savent qu'au final, en tant qu'athlète de haut niveau, on a cette capacité à rebondir, à revenir. Je veux dire, au final, c'est presque un peu comme une blessure. Enfin, je veux dire, au final, voilà, il faut s'adapter et c'est pas une rééducation, mais je veux dire, voilà, il faut s'adapter avec des enfants et au final, Trek l'accepte très bien et ça, c'est beau et c'est chouette et on en parle de plus en plus. Nous, on reçoit des mails de la fédération sur les femmes, le cyclisme, le sport de haut niveau et la maternité. Donc ça, voilà, c'est de plus en plus dans les têtes un peu de tout le monde. Après, moi, je suis très admirative de ces filles-là parce que je ne sais pas si j'en serais capable moi-même, mais je suis très admirative. Et puis, c'est sûr que les moyens dans les équipes maintenant commencent. Bon, c'est sûr que les moyens des équipes femmes n'excellent pas et ne sont pas celles des hommes. Mais je pense que dans les prochaines années, ça arrivera parce qu'au final, comme j'avais pu déjà le dire dans le dernier podcast, au final, les courses femmes sont plus intéressantes que les courses hommes parfois et même souvent, quasiment tout le temps. Oui, tu l'avais dit, Et hein, c'est c'est ça qui est dommage qu'on beau, ne quoi. voit que le final Ouais, quelquefois. C'est dommage qu'on ne voit pas, comme pour les hommes, l'intégralité de l'épreuve, tu vois. Pour voir ouais, justement, c'est vrai que quand on a commencé à diffuser, enfin quand je dis on, c'est quand les médias ont commencé à diffuser l'intégralité des épreuves hommes, on s'est rendu compte qu'en fait ça attaquait énormément les premières heures jusqu'à ce que la bonne oui, échappée se déclenche. Mais ça serait hyper intéressant de voir aussi le début d'une épreuve chez les filles pour voir comment ça se joue, tu vois. exactement. Et puis, ne serait-ce que plus les courses sont médiatisées, plus on va voir de cyclisme féminin, plus les marques voudront investir dans le sport féminin, dans le cyclisme féminin, voudront être visibles. Et en fait, c'est pour ça que le cyclisme masculin il y a tellement d'argent, enfin, il y a tellement d'argent, pas comme le foot, mais il y a beaucoup d'argent. C'est parce que sur Eurosport, ça passe tout le temps, il y a des courses tout le temps, parce que le Tour de France, tout le monde en parle, tout le monde connaît le Tour de France, hommes surtout. Donc, du coup, les marques, elles ont envie
d'investir sur ce sport-là et sur la médiatisation parce qu'elles vont être beaucoup plus visibles. Alors qu'au final, chez les femmes, bah, les gens n'ont pas envie forcément de donner de l'argent parce qu'en fait, ils sont pas assez visibles et c'est totalement compréhensible en fait. Mais du coup, plus ça va être télévisé, plus il y aura d'argent et mieux ce sera pour notre sport, ça c'est sûr. Ouais, j'avais donné une stat, je crois que c'est 62% effectivement des sportifs qui pensent un peu comme toi, hein, c'est-à-dire plus ça sera médiatisé, plus le cyclisme féminin grandira. Mais c'est vrai que quand on voit le Tour de France des femmes notamment, honnêtement, il y a un monde fou sur les bords de route, quoi. Enfin, sur le bord de la route, il y a un monde incroyable pour les observer. Moi, j'avais eu la chance d'être sur la dernière étape il y a 2 ans, donc sur le premier renouveau du Tour hein, aux planches de Belleville. Franchement, les filles, on pouvait vraiment les approcher, presque discuter avec elles. Il y avait une ambiance qui était totalement beaucoup plus décontractée, beaucoup plus sympathique. Je pense, ouais. C'était vrai. Enfin, pour moi, j'ai vu le départ, j'ai vu l'arrivée, j'ai passé une super journée, quoi. J'ai vraiment passé une super journée. Alors que ouais, les hommes, c'est peut-être plus fermé. C'est au final Wout van Aert, bah, c'est Wout van Aert, quoi. Genre, voilà, on n'ose pas. Alors que nous, les femmes, on est beaucoup plus avenantes, on a envie de partager. Et au final, en fait, on se rend compte aussi que, enfin, je veux dire, moi, quand je vois des petites filles, quand je vois, bah, en fait, j'ai envie de leur montrer que notre sport est génial et que, en fait, il faut qu'elles en fassent absolument parce que c'est juste dingue. Pas forcément en compétition, mais je veux dire, voilà, juste faire du vélo, quoi. C'est quelque chose de fou. Et au final, nous, du coup, les filles, je trouve qu'on est beaucoup plus, on va beaucoup plus aller vers les petites filles, vers les jeunes adolescentes, quoi, parce qu'on a envie de leur procurer du plaisir et de leur montrer que c'est vraiment, que nous, en tout cas, on prend un plaisir énorme. Et alors que les hommes, bah, du coup, c'est plus fermé, ils sont beaucoup plus concentrés, il y a peut-être beaucoup plus d'argent en jeu aussi. Plus donc, d'enjeux du peut-être coup, aussi pour le moment. Ouais. voilà, donc du coup, bah forcément, c'est différent. Mais ouais, je pense que nous, les femmes, on a quand même... peut-être que les gens osent plus aussi aller vers des femmes que vers un homme aussi, je pense. Peut-être, mais je me souviens de cette étape aux planches de Belleville où une fois la ligne d'arrivée franchie, donc cette coureuse hollandaise Van Vleuten avait gagné. Et je me souviens d'une jeune ado, je sais pas, elle était à côté de moi avec ses parents, elle devait peut-être avoir 14 ou 15 ans, tu vois, et elle avait dit à ses parents, bah tu vois, dans quelques années, moi je ferai le tour. Et j'avais trouvé ça génial, quoi. Ouais. Tu sais, elle avait vraiment les étoiles dans les yeux, Ouais. quoi. Elle avait les étoiles dans les yeux, elle regardait ses parents en disant, bah voilà, moi un jour je ferai le tour. Alors je connais pas cette jeune fille, hein, mais en tout cas, ça m'avait marqué, tu vois, je me suis dit, waouh, c'est génial, parce qu'elles font rêver, en fait. Elles font rêver. Ouais. Et c'est l'objectif. On revient sur la fin de l'épisode, Hélène. Là, au moment où on enregistre, on est en juillet. C'est quoi les échéances des 6 prochains mois pour toi? Parce que j'imagine qu'une championne au niveau où tu es, il y a quand même des choses qui sont déjà calées. Ouais, oui, forcément, généralement dans une carrière, tout est assez millimétré. Et au final, moi, l'année dernière, j'ai attrapé un zona. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, du jour au lendemain, quand tu n'as pas tu sais plus ce que tu vas pouvoir faire le lendemain, alors que d'habitude, tout est planifié, tu sais exactement quel week-end tu cours où et tout. Et en fait, t'es perdu, quoi. Tout s'arrête. Du coup, ouais, j'ai eu du mal. Mais au final, oui, chez nous, tout est toujours très bien, enfin, toujours assez planifié. Donc, du coup, pour moi, là, du coup, je finis de travailler fin juillet. Donc là, ça va être un peu plus tranquille sur le mois d'août parce que, voilà, je vais pouvoir être concentrée sur ma préparation pour le cyclocross. Donc du coup, voilà, plutôt début août, ça va plutôt être les vacances un peu pour moi, pour souffler et décompresser un peu. Et puis après, donc préparation pour le cyclocross. Le début mois de ma saison, ça va être sûrement en septembre. Donc voilà, ça va être chouette. Il y a des nouvelles choses qui se profilent et tout. Donc j'ai vraiment hâte. Et puis après, vraiment première vraie échéance, ça va être le championnat d'Europe qui est au Portugal, je crois, ou en Espagne, début novembre. Et première manche de Coupe du Monde fin novembre. Donc après, on va avoir un mois de décembre et janvier très très intensif avec des Coupes du Monde tous les week-ends jusqu'à du coup le deuxième vraiment objectif de la saison, le championnat de France qui a lieu à Pontchâteau, donc dans un endroit que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette course-là parce que ça me tient vraiment à cœur. Même si c'est pas dans ma région, mais voilà. Et puis j'ai toujours fait des belles choses là-bas et j'en ai des très bons souvenirs. Et puis après, troisième objectif de la saison, championnat du monde en France cette année. Donc ça va être vraiment the goal of the season, comme on dirait en anglais, parce que voilà, ça va être juste fou, un championnat du monde en France. Je pense que voilà, j'en ai vécu un
J'en ai vécu un au jet en VTT, c'était juste dingue. C'était la folie au jet. Au jet, c'est clair que l'ambiance est très très chaude là-bas. Ouais. Même si on n'a pas vécu la DH, mais en VTT, en cross, c'était déjà pas mal. Et donc voilà, j'ai hâte de revivre ce moment-là, début février. Donc venez nombreux. On va suivre ça, mais j'ai une question également. Donc, tu nous expliques un petit peu ton calendrier, mais quand on est une championne comme tu l'es, qui a les échéances dont tu nous as parlé, hein, la première Coupe du Monde et puis après les championnats de France et les championnats du monde, est-ce qu'on se sert des épreuves du Coupe du Monde pour arriver en forme à son objectif, ou est-ce qu'on y va full gaz dès la première épreuve de Coupe du Monde pour faire les meilleurs classements possibles? Ou est-ce que les Coupes du Monde servent de préparation pour t'amener au meilleur de ta forme au championnat du monde? Ouais, non, les Coupes du Monde vraiment servent à être prêtes sur les grands objectifs. Surtout que nous, on a la chance en Europe d'avoir le meilleur niveau mondial. Donc forcément, si on est prête sur les Coupes du Monde, on est prête sur les championnats, ça c'est sûr et certain. Après, voilà, il faut être très vigilant sur sa préparation parce qu'il faut pas être plein gaz tout le temps. Mais il y a certaines courses où il faut l'être quand même. Donc voilà, c'est toujours un peu difficile parce qu'on a envie d'être très bon sur toutes les courses. Mais en fait, au bout d'un moment, tu sais très bien que c'est impossible. Donc, à votre niveau, c'est plus possible. Ouais. À votre ouais. niveau, c'est pas possible d'être, surtout sur un cyclocross où c'est très très intense. Et enfin, c'est très court, mais d'une intensité hyper violente. Donc le corps, il faut qu'il puisse récupérer pour reproduire ces efforts-là. Exactement, quoi. Ouais. Du coup, moi, je cible surtout les courses en fonction de mes capacités physiques. C'est-à-dire que voilà, il y a des circuits où je sais très bien que pour moi, ça va être beaucoup plus dur. Donc ceux-là, je les cible plutôt en entraînement. Et les courses, par exemple, comme Namur, où là, je sais que je suis capable de faire un très, très bon résultat, et ben là, j'y vais à fond, quoi. Mais après, voilà, les courses, même où je sais que ça va être compliqué, j'y vais quand même à fond. Mais voilà, on y va avec un peu plus de recul et on sait que ça va être pour préparer la suite des échéances. Mais c'est jamais évident de préparer une saison de cross, surtout quand on court tous les week-ends, quoi. Ouais, je comprends. En tout cas, moi, j'ai suivi ta saison l'année passée. C'est presque des attaques chirurgicales. C'est assez précis et quand tu mets en route, voilà, ouais. ça fait parfois mouche. J'avais suivi notamment les championnats de France. Hein, à compter du moment où sur cyclocross, tu as décidé de prendre les choses en main, bon voilà, il faut s'accrocher derrière. Donc on va suivre ça avec grand intérêt. On arrive sur la fin du podcast. Hélène, est-ce que tu avais un dernier message à faire passer aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent? Eh ben, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, suivez le cyclocross parce que c'est vraiment une discipline qui est vraiment trop chouette à regarder. C'est facile, ça dure que 50 minutes entre guillemets, donc c'est vraiment chouette à regarder pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde connaît la route et le VTT, mais le cross un peu moins, alors que c'est une discipline géniale. Et puis faites du vélo, quoi. Faites-vous plaisir. C'est juste voilà, ça permet de voir des paysages de dingue et pas forcément en compétition, mais juste pour se faire plaisir. On va beaucoup plus vite en vélo qu'à pied, donc c'est vraiment chouette et on peut vraiment voyager très facilement comme ça, donc c'est bien. Bon, écoute Hélène, un grand merci. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode avec toi. Pourtant, ça fait plus de 5 ans que je fais des podcasts, mais franchement, je pense que tu as une très très belle image du cyclisme féminin. Tu t'exprimes très bien. C'est toujours bienveillant, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi sur cet épisode. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de nouveau dans le futur. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour les mois à venir. Hein. Et puis on va suivre ça sur les différentes chaînes qui diffusent des programmes. Donc on va suivre ton conseil, on va regarder du cyclocross, regarder du cyclisme féminin, en espérant te voir très rapidement un jour, je l'espère, sur les routes du Tour. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, ça serait une belle image. Merci beaucoup, Hélène, et puis bel été à toi, et puis tout le meilleur pour cet automne et cet hiver. Merci. Merci, c'est gentil. Au revoir.